2 balados sur des événements marquants. Scandale financier. Au début de l'année 2004, il y avait quand même des signaux d'alarme. L'histoire en personne. C'est au fond l'histoire du conservatisme qui se révèle. À écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 17 juin. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous en ce début de journée. On va revenir ensemble avec Jean-Philippe Robillard à l'émission sur ce sommet du G7 qui se termine et sur une déclaration de Mark Carney qui a au cours des dernières heures commenté cet accord entre les États-Unis et l'Iran. On y reviendra avec les détails. Il est aussi revenu en point de presse sur cette brève discussion qu'il a eue autour de la table des leaders avec le président américain. Donc, on va vous faire le portrait de ça. Et une fois donc ce sommet terminé, Donald Trump va aller donc rencontrer Emmanuel Macron, le président français, à Versailles. Donc, Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour tous les détails. Avec moi ce matin, en remplacement de Julie-Jasmine Boudreau, à la culture, c'est Marie-Michel Borzois. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Vous allez revenir avec nous sur la fin de la série Les Chefs. 15e saison relevée qui nous a présenté hier soir un menu 5 services pour cette grande finale inspirée des 5 saveurs. Je vais être quand même magnanime. Je ne vais pas dire le gagnant tout de suite. Vous avez quelques minutes là, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté pour aller écouter cette grande finale. Ou bouchez-vous les oreilles tantôt. Voilà, si vous voulez pas je le t'avertis, savoir je vais le dire plus tard. Si comme moi, vous l'enregistrez, mais là, j'ai comme l'impression que je suis aux premières loges pour me faire divulgacher le punch de cette saison des Chefs. Ça va arriver, Mathieu. On se retrouve tantôt, Marie-Michel. Le tour des prévisions de la météo avec Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Une belle journée aujourd'hui? Quand même une autre belle journée. Hier, on a eu de l'activité orageuse principalement vers l'Outaouais, le Saguenay, l'Abitibi. Du côté de l'Outaouais, des photos de grêlons quand même assez impressionnants. Aujourd'hui, on va étendre l'activité orageuse à la plupart des secteurs du sud, du centre du Québec. Montréal, une probabilité de 30 % seulement. 40 vers l'Estrie, Laurentides, la Nodière, Québec, 60 du côté de l'Outaouais. Donc, vous avez compris que ça donne quand même une belle journée dans l'ensemble. C'est simplement en fin d'après-midi, d'habitude, que ça commence à se développer. On maintient le risque jusqu'à tôt en soirée et par la suite, ça se calme. 24, 25 degrés encore aujourd'hui, des températures de saison très agréables. Il faut en profiter parce que jeudi, on a l'arrivée d'un système qui va nous apporter de la pluie, nous amener de la pluie, mais un système qui ressemble un peu plus à ce qu'on voit au mois d'octobre d'habitude. C'est rare des pluies comme ça continues en juin. Et là, ce sera le cas. Des accumulations de l'ordre de 15 à 25 mm pour le Grand Montréal, mais 30, 40 mm dès qu'on s'élève un peu pour les régions au nord du fleuve. Donc, cette pluie-là commencera demain matin, sera soutenue par moments et devrait s'estomper au cours de la soirée demain, sauf que ça va laisser derrière un régime de temps un petit peu maussade avec des températures inférieures aux valeurs de saison. Alors, pas génial pour la fin de la semaine. D'ici là, aujourd'hui, on en profite. Du côté de l'Abitibi, c'est la même chose. La probabilité d'averse, le risque d'orage, c'est 60 % mais cet après-midi. Ciel variable, surtout l'est du Québec également, même un peu plus de soleil par endroit ce matin. Les températures sont dans la jeune vingtaine, 23 vers le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, un petit peu plus près de 15 à 18 pour la Gaspésie, la Côte-Nord. Donc, assez beau dans l'ensemble. Risque d'orage fin de journée aujourd'hui et la pluie s'en vient demain également chez vous aussi. Demain soir seulement pour la Gaspésie et la Côte-Nord. En territoire ontarien, on est déjà dans ce régime d'averses et d'orages. Thunder Bay, Sudbury, donc c'est assez actif aujourd'hui. 17, 20 degrés. Il y a des vents aussi avec ce système-là qui sont assez présents. Sur les secteurs plus au sud, Toronto, Windsor, Ottawa, on a droit à des conditions de mélange soleil-nuage. C'est plutôt en après-midi que l'activité orageuse va se concrétiser. Ce soir également, 22, 23 degrés pour le sud de l'Ontario. À Vancouver, ça se dégagera cet après-midi, 21, 24 degrés. Une série de belles journées avec des températures de saison. On s'en va vers ça. Et c'est plus perturbé dans les prairies. On a des averses, oui, ça devrait cesser en mi-journée, variable par la suite avec un risque d'orage. Les températures sont relativement fraîches. C'est du 15 à 19 degrés pour l'ensemble des prairies. Donc, quelques degrés sous les valeurs de saison et de bon vent là également. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est avec nous pour parler sport. Bonjour Olivier. Bonjour. On va commencer avec la Coupe du monde de soccer. Et hier, on dit au hockey, je ne sais pas si on dit la même chose au soccer probablement, tour du chapeau pour Lionel Messi. En tout cas, il a marqué 3 buts. Oui.
Hein? Ça résume bien la chose, quand Voilà. même. Et pour l'Argentine aussi, ça a été une belle soirée, une soirée qui a été menée effectivement par Lionel Messi et ses 3 buts marqués contre l'Argentine. En fait, ça aurait été ça l'histoire du match, parce que le match s'est terminé 3-0. Plusieurs se demandaient si Lionel Messi allait être d'attaque pour cette 6e participation à la Coupe du Monde. Ça aussi, c'est un record, c'est assez impressionnant. Et que de le voir marquer ses 3 buts dès le début de cette compétition, ça envoie un message clair que non seulement les champions défendants seront redoutables sur la pelouse, mais que Lionel Messi risque d'y jouer un rôle important dans une possible défense de ce titre pour l'Argentine, qui n'a fait qu'une bouchée de l'Algérie dans le match d'hier. Le résultat reflète assez bien, je dirais, l'allure de la rencontre. Et comme ça, l'Argentine fait une rentrée parfaite avec ce blanchissage signé pour ce premier match. Pour la France, c'était cet autre grand match qu'on surveillait hier, France-Sénégal. Un duel qui était à l'avantage du Sénégal en première mi-temps. Le Sénégal qui a eu les meilleures chances de marquer. Puis il y a eu ce réveil en deuxième mi-temps de la France, tardivement, mais quand même de Kylian Mbappé, qui a marqué 2 fois. L'attaquant du Real Madrid qui s'est exprimé et qui a offert cette première victoire à la France, qui a douté longtemps dans ce match et qui a eu, je pense, une petite frayeur. Je vous glissais un mot hier sur cette défaite de la France contre le Sénégal à la Coupe du Monde 2002. Je pense qu'il y en a certains qui se grattaient la tête et qui se demandaient si c'était pas l'histoire qui allait se répéter. Et non, la France s'est bien reprise dans cette deuxième mi-temps pour aller décrocher cette victoire donc de 3-1. C'était au New Jersey hier. Il y a aussi la Norvège avec Erling Haaland en tête qui a remporté son premier match. C'était face à l'Irak, une victoire de 4-1, et l'Autriche, victoire de 3-1 contre la Jordanie. Donc voilà pour cette journée d'hier. Aujourd'hui, on surveillera l'entrée en scène, entre autres, de Cristiano Ronaldo et du Portugal contre le Congo. Il y a l'Angleterre aussi qui va jouer contre la Croatie. Donc d'autres bons matchs. Le premier de la journée, celui du Portugal, sera à 13h, suivi à 16h, heure de l'Est, bien sûr, de ce match Angleterre-Croatie. C'est comme ça les fins de saison de hockey dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. On remet des honneurs individuels et pourtant la victoire, équipe championne cette année, pas d'honneur individuel pour aucune des joueuses. Ça a été la grande surprise. Il y avait, entre autres, Anne-Renée Desbiens qui était en lice pour 2 prix, prix de gardienne de l'année, prix aussi pour la joueuse par excellence de la saison. Et c'est Erin Frankel qui a été préférée dans à ces chapitres. Anne-Renée Desbiens qui figure quand même sur cette 2e équipe d'étoiles. Mais pour la victoire de Montréal, qui a mené cette saison, qui a décoché le titre cette année, ça en a fait sourciller plus d'un. Corey Chevry, qui pouvait devenir entraîneur-chef, n'a pas obtenu cet honneur, ni Nicole Gosling, qui était en lice aussi pour ce prix de recrue de l'année. Donc, un petit étonnement, je dirais, hier, quelques surprises lors de ce gala. Ceci dit, ce soir, on surveillera la victoire, mais aussi toutes les autres équipes de la LPHF, parce que ce soir, à Détroit, ce sera le repêchage dans ce processus d'expansion. Donc, la victoire parlera, entre autres, au 12e et dernier rang de ce premier tour. Et là, on ira chercher cette jeunesse et ces jeunes joueuses, entre autres, qui sortent des rangs universitaires, qui pourront venir aider ces équipes, à regarnir la formation, parce qu'elles ont été dépouillées, ces formations existantes, par les 4 équipes d'expansion qui s'amènent, mais aussi aller chercher un peu de jeunesse pour aider à ces prochaines saisons. Notre collègue Christine Roger sur place. Donc, on aura certainement quelques indications à la fin de la soirée, à savoir à quoi s'attendre pour la prochaine saison, entre autres pour la victoire de Montréal. Et puis les filles de la victoire peuvent toujours dire, c'est qui les championnes? C'est nous. Elles ont une Coupe Walter à célébrer cet été. Ça, c'est la bonne chose. Elles qui ont la Coupe Walter. Merci Olivier, salut, bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens, ce matin, je commence avec le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui nous présentent un sondage léger. Le journal, déjà des promesses et des propositions. La campagne électorale commence et tout peut arriver, titre le journal. Donc, nouveau sondage, essentiellement, c'est le Parti québécois qui est toujours en tête avec 30 % des intentions de vote, suit le Parti libéral du Québec avec 27 % des intentions de vote, 21 % pour Christine Fréchette de la Coalition Avenir Québec, 13
pour les conservateurs et 8 pour Québec solidaire. Et donc, ça va jouer dur. Tout peut arriver, écrit Rémi Nadeau dans le Journal de Montréal de ce matin. Effectivement, c'est une campagne qui commence et ça va jouer dur. C'est assez serré comme sondage. Le PQ ne bouge pas, mais il y a des petites pertes en points de pourcentage, en tout cas pour les libéraux, -1, la CAQ, -1. Augmentation légère du Parti conservateur avec 2 points de pourcentage supplémentaires. À l'aube d'une guerre de tranchées, donc le cœur d'une majorité de Québécois est encore à gagner, ce qui accentue la pression sur les chefs, écrit le Journal de Montréal. Moins d'un électeur sur 2 affirme que son choix est définitif. C'est du jamais vu aussi près, en tout cas, du déclenchement officiel de la campagne électorale. Chez les francophones, le Parti québécois recueille actuellement 35 % des appuis, mais en tout cas, selon le sondeur vice-président de Léger, Sébastien Dallaire, rien n'est joué. Donc, vous pourrez lire tous ces chiffres, la méthodologie, tous les détails dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. En une du Globe and Mail, on apprend que le comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat, qui est chargé d'étudier l'aide médicale à mourir, s'apprête à recommander de ne pas élargir l'accès à l'aide médicale à mourir aux patients dont la seule condition médicale en est une de santé mentale. C'est un comité spécial qui doit déposer son rapport aujourd'hui, en fin d'après-midi, après avoir reçu l'an dernier le mandat d'entreprendre une nouvelle étude justement sur la possibilité d'étendre l'accès à la procédure. Les députés libéraux et conservateurs font front commun pour bloquer cette expansion. Le gouvernement Carney, nous dit le Globe and Mail, serait d'ailleurs déjà prêt à déposer un projet de loi pour suspendre ou annuler la mesure. Donc, vous risquez d'en entendre parler plus tard aujourd'hui. C'est en une du Globe and Mail. Dans le Devoir de ce matin, des patients luttent contre leurs troubles intestinaux sans l'aide de Québec. Ces gens-là réclament que le gouvernement couvre un appareil médical qui est essentiel à la gestion de l'incontinence ou encore de la constipation. Des personnes blessées donc à la moelle épinière, nous apprend le Devoir, réclament que Québec couvre cet appareil. Par exemple, qui va les aider et qui va limiter, sans cet appareil-là, ils limitent leurs activités et leurs déplacements par crainte, par exemple, de connaître des périodes d'incontinence en public. L'appareil est couvert par certains programmes, par exemple, si c'est un accident de travail ou si c'est un accident de voiture. Autrement, ce n'est pas couvert et ça coûte cher aux patients, entre 5 et 10 000 $ par année. Notamment, vous avez des témoignages et état de la situation dans le Devoir de ce matin. En une du site de Radio-Canada, on parle d'éducation, entre autres. Démission d'enseignants, la cueillette des données sera obligatoire dès la rentrée. On se demande, et on en fait état régulièrement dans nos reportages, des enseignants, des enseignantes qui démissionnent, qui quittent la profession. Quelle est la raison derrière tout ça? Québec s'était engagé il y a 2 ans à recueillir leurs témoignages pour corriger le tir, essayer de garder ces enseignants, ces enseignantes. Mais ce qui a été fait jusqu'ici, ça demeure très partiel. Et la ministre Sonia Lebel veut remédier à cette situation. Donc, il y aura une cueillette de données obligatoire dès la prochaine rentrée scolaire. Et puis, je termine par la presse. Cartel de la drogue muselé ici par ses boss du Mexique. Article de Vincent Larouche qui nous apprend que les membres et les associés du cartel mexicain de Sinaloa, qui est une des grandes organisations criminelles dans le monde, veulent s'assurer que leurs distributeurs canadiens tiennent leur langue lorsqu'ils se font arrêter. Et ils exigent même d'avoir accès aux dossiers des tribunaux avant l'ouverture des procès au Canada pour s'assurer que les accusés, membres de ce cartel ou qui ont œuvré pour le cartel, ne collabore pas avec la justice. C'est ce qu'a constaté, entre autres, la police de Gatineau. La presse qui cite un jugement, justement, d'un homme qui a été arrêté, Simon Didier Perron, 27 ans, un ancien avocat qui s'est fait prendre en juillet 2025 avec 40 kg de cocaïne. Il a envoyé, selon ce qu'on lit dans un jugement du tribunal, il a envoyé les éléments de preuve aux dirigeants du cartel au Mexique pour que ceux-ci soient en mesure de constater qu'ils ne collaborent pas avec les policiers. Vous avez tous les détails dans la presse de ce matin. On va maintenant se parler de ce sommet du G7 qui se termine et on sait que vendredi, on doit assister à la signature de cet accord entre Téhéran et Washington sur la situation au Moyen-Orient. Et donc, Mark Carney, le premier ministre, a commenté cet accord. Il a donné hier soir une entrevue à CNN, plus tôt ce matin, un point de presse à nos collègues qui le suivent justement en France. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc, M. Carney, le premier ministre canadien, croit même que l'entente entre Téhéran et Washington sera un point tournant dans
le conflit au Moyen-Orient. Oui, parce que le premier ministre a vu, Mathieu, l'accord. Il a eu accès aux documents par l'entremise de sources. C'est un document d'une page et demie seulement. Et le premier ministre affirme, Mathieu, que ça dépasse ses attentes. Alors donc, vous l'avez dit, il est très satisfait de l'accord. Un accord, selon le premier ministre, qui prévoit, on le sait, un cessez-le-feu de 60 jours et qui énonce aussi, selon lui, toute une série de conditions et également ce qui se passera une fois que ces conditions seront remplies. Selon lui, c'est une avancée. Ça pourrait même être un tournant décisif là, pour le Moyen-Orient parce qu'avec cet accord, selon Mark Carney, on jette les bases pour garantir que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, pour trouver également une solution au Liban et également pour réintégrer là, progressivement des économies du Moyen-Orient. On écoute le premier ministre Mark Carney. Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cet protocole d'entente d'accord est une game changer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne les discussions, il y avait une discussion très détaillée sur le Liban. Et troisièmement, en ce qui concerne l'accord avec l'Iran, c'est la fin du programme nucléaire. Il y a une possibilité, c'est le commencement d'un processus. Vous l'avez dit, donc, le premier ministre Carney qui a parlé à nos collègues, à Laurence Martin qui est là-bas, qui l'accompagne à ce sommet du G7. Mais hier, il a également accordé une entrevue à CNN, au réseau américain. Et dans cette entrevue, le premier ministre Carney, Mathieu, a réitéré que le Canada était prêt à contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz, à la reprise là, du trafic maritime. Maintenant, il n'y a pas eu de rencontre bilatérale entre Donald Trump et Mark Carney. Par contre, il y a eu des discussions quand même Canada-États-Unis là, sur toute la situation commerciale. Oui, parce que hier, je ne sais pas si vous avez vu les images à la télé, mais c'est assez intéressant. On voit Mark Carney qui se penche et qui s'approche là, du président américain. Donc, Mark Carney qui s'est permis une brève discussion avec le président Trump. Et ça, c'était juste avant le début d'une réunion hier, une réunion du G7. Et dans ce bref échange, effectivement, donc il a défendu l'accord du Canada avec la Chine sur les véhicules, une entente, on le sait, qui a hérité le président américain. Donc, le premier ministre canadien qui a, semble-t-il, voulu se faire rassurant. Ce qu'il a dit à Donald Trump, selon nos collègues qui sont là-bas, c'est qu'il y a seulement 49 000 voitures de la Chine qui pourraient entrer au Canada cette année. On écoute à nouveau le premier ministre Carney. C'était une réponse à une question de lui, de M. Trump. Ce n'est pas une surprise que le président des États-Unis il ne connaît pas tous les détails de tous les accords du Canada avec d'autres pays. J'ai eu plusieurs conversations avec le président Trump hier et probablement 7 ou 8 conversations avec lui sur plusieurs sujets, l'Ukraine, nos relations commerciales, l'économie mondiale, l'IA. Alors voilà, donc ça se poursuit aujourd'hui, ce sommet. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Marie-Michel Borduas de retour en studio pour les actualités culturelles. D'abord, revenons sur l'émission. Les chefs qui a couronné son 15e gagnant. 15 ans quand même, et les 3 finalistes de cette grande finale diffusée hier soir devaient cuisiner tout un menu. Là, c'était vraiment une grande finale, menu 5 services qui s'inspirait des 5 saveurs, le sucré, le salé, l'acide, la mer, l'umami. Et bon, alerte au divulgateur, il faut y aller. Je suis désolée. Le chef qui s'est illustré donc hier soir, Simon Lachapelle, 28 ans, chef de cuisine chez Juliette Plaza et Montréal Plaza. Voici sa réaction à chaud. C'est indescriptible, je suis pas capable de le vivre encore, là, je le réalise pas. Je sais pas comment réagir, là. La face, elle veut passer par toutes les émotions. Quand tu t'es inscrit au chef, là, ton but, c'était quoi? Je suis pas sûr de ce que je faisais, mais c'était d'avoir du fun, puis ultimement de se rendre en finale, mais c'était pas gagné. Bon, au contraire, c'était gagné, et le menu gagnant qui a impressionné le jury, c'était une mise en bouche de tartare de bœuf, une entrée froide d'oursin cru, entrée chaude de maquereau confit amer, un plat principal de pintade au vin jaune, un dessert d'argousier au thé du Labrador. Ça donnait franchement envie, tout ça. Disponible sur ici.tv, cette finale. Et pour ceux qui seraient déçus là, que ce soit terminé, les chefs à émission très populaire, il y a
le balado Les Chefs qui est disponible dès maintenant sur Radio-Canada Audio. Des discussions, on va un petit peu plus loin, animées également par Élise Marquis. Encore des discussions qui donnent faim. L'ancien chanteur du groupe canadien Ed Lee qui obtient une semi-liberté. La Commission des libérations conditionnelles qui refuse de libérer totalement Jacob Hoggard parce qu'elle estime que le musicien de 41 ans a encore du travail sur lui-même à faire pour éliminer tout risque de récidive. Jacob Hoggard a été condamné à 5 ans de prison en 2022 pour le viol d'une femme d'Ottawa. C'était survenu à Toronto en 2016, cette affaire. Et la Commission des libérations l'autorise tout de même à quitter l'Ontario pour aller vivre dans une maison de transition en Colombie-Britannique, plutôt où se trouvent sa femme et leur enfant. Maintenant, l'assaut du Capitole à Washington qui va faire l'objet d'un film. Oui, c'est l'acteur Sean Penn qui va scénariser également ce long-métrage qui va porter, selon ce que rapportent plusieurs médias américains, sur un policier pris dans cet événement du 6 janvier 2021. Souvenez-vous, des centaines de partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le Capitole, symbole de la démocratie américaine, pour interrompre la séance qui visait à confirmer la victoire de Joe Biden au collège électoral. Donc, Sean Penn, dans le processus de tout ça, lui avait assisté aux auditions publiques de la commission parlementaire qui était responsable d'enquêter sur cette attaque. Donc, le tournage prévu au milieu de l'année prochaine et Bradley Cooper est un nom avancé par le média spécialisé Deadline pour incarner le rôle du policier. Maintenant, un sabre laser de la guerre des étoiles qui sera mis aux enchères. Un sabre tenu par la main coupée de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque. Ça se passe juste avant ceci. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez! Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Oh, quelle réplique classique. Scène mythique s'il en est une. Ce laser, donc, tenu par Luke Skywalker, élément principal d'une vente aux enchères qui sera consacré à plusieurs autres objets du cinéma, de la musique et de la culture pop. On s'attend à ce que sa valeur atteigne plusieurs millions de dollars. La vente, va se tenir le mois prochain. C'est pas pour toutes les poches. Va inclure aussi des chapeaux tirés du Magicien d'Oz de Willy Wonka au Pays Enchanté. Une paire de bottes qui a appartenu une paire de bottes de Rocky. Okay. Donc, Sylvester Stallone qui a porté cette paire de bottes. La K-pop, cette pop coréenne, mais plus largement asiatique, qui aura maintenant sa propre catégorie au prix Grammy. Catégorie qui aurait peut-être été dominée par cette chanson Golden du film Demon Qui avait the de toute Hunter. façon dominé les Oui, Grammys. c'est ça, si ça avait existé l'an dernier, donc plusieurs fois nommé, avait remporté des prix. Et là, l'Académie qui a annoncé plusieurs changements en vue des prix 2027, dont l'ajout de 5 catégories, incluant meilleure performance de pop asiatique. Pourquoi asiatique? Oui, on pense bien sûr à K-pop, mais il y a aussi J-pop pour la pop japonaise, la pop chinoise également. Donc, il y en a plusieurs. On fait une grande catégorie pour ça. Les autres nouvelles catégories annoncées hier, il y a meilleure prestation vocale traditionnelle, meilleure chanson latine, donc pour une chanson enregistrée principalement en espagnol, meilleure collaboration R&B ou meilleure prestation en duo ou groupe, également meilleur album folk traditionnel, quelques remaniements aussi là, dans d'autres catégories, mais essentiellement, ce qu'on a indiqué hier, c'est qu'on ajoutait 5 nouvelles catégories pour les Grammy de 2027. Le gala va bien durer 12 heures. Voilà! Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition. Dans la Une, on va suivre bien sûr la fin de ce sommet du G7 avec, entre autres, nos correspondants qui sont sur place et qui accompagnent le premier ministre Mark Carney. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé à ma sœur. Ma fille est partie prendre une marche puis elle n'est jamais revenue. Et c'est pas normal. L'ombre du doute, le mystère Marilyn. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.